leurs sentiments et votre sentiment sur la situation actuelle. D'accord. Alors, donc vous toutes, quelle était votre action? Est-ce qu'elle continue aujourd'hui? En quoi consiste-t-elle actuellement? Alors, il faut savoir que notre action par rapport aux mules, oui, voilà, c'est l'action actuelle par rapport aux mules. Nous avions 8 sessions, nous avons pu en faire que 7. Là, cette session 2017 est terminée et nous allons reprendre notre rôle auprès des jeunes courant janvier. D'accord. Alors peut-être commençons par le commencement, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est qu'une mule? Eh ben, une mule, c'est celui qui ingère les produits toxiques, la drogue, la cocaïne, en fait, qui transporte via son abdomen, via son intérieur. Ça veut dire que cette personne ingère et transporte et après expulse. Mais après, c'est plus long, on va expliquer, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes et ça ne se passe pas toujours comme on veut. Donc il s'agit de passer justement les douanes, les contrôles, et c'est efficace? Malheureusement, est-ce efficace? Malheureusement, je pense que c'est efficace parce qu'il y a un manque de moyens pour pouvoir les intercepter ou en tous les cas les intercepter avant qu'ils ne partent. Manque de moyens de travail fait dans le pays, parce que nous allons parler de la Guyane uniquement, parce que ça se passe aussi ailleurs, mais là, en ce qui nous concerne, c'est la Guyane. Ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc forcément, il y a des questions à se poser, il y a pas mal de questions à se poser par rapport à ça, mais nous savons très bien que c'est un trafic qui prend de l'ampleur, tout le monde en parle aujourd'hui, trop violent, ça fait des années on parle, d'ailleurs ça faisait partie des demandes faites lors du mouvement, par rapport à l'aéroport, par rapport au voyage des jeunes. Plus de sécurité, plus de contrôle. Plus de sécurité, J'avais entendu parler d'un portique, justement. Était-ce lié à ça? Eh bien, il y a, semble-t-il, un portique, mais vous savez fort bien que pour des raisons de droit à la liberté, et puis pour des raisons techniques, ils ne peuvent pas scanner tout le monde. Alors donc du coup on en revient à un contrôle qui est au faciès. Voilà, c'est un contrôle au faciès qui se fait, et en sachant aussi que parfois quand on arrête une mule, c'est que celle-ci a été dénoncée pour pouvoir laisser passer d'autres avec beaucoup plus, une quantité beaucoup plus énorme. C'est compliqué évidemment. Ouais, donc une sorte de cible facile pour après laisser passer quelqu'un. D'accord. Alors ces personnes qui sont choisies, qui se portent volontaires, comment ça se passe? Au détour de nos journées, nos samedis de sensibilisation, on s'est bien rendu compte à travers quelques témoignages que des gens qui ont été approchés ou alors qui ont eu un membre de leur famille qui ont été approchés, ils sont approchés parce qu'ils font partie de ceux qui sont les laissés pour compte de la société, parce qu'ils ont des problèmes financiers, parce que tout simplement l'appât du gain, ils sont payés, rémunérés pour ça. Ils sont rémunérés pour ça. Donc effectivement, les personnes isolées, les personnes sensibles sont approchées. D'accord. Et les risques, parce que j'imagine qu'il y en a pour ces personnes qui pratiquent ce métier, on peut appeler ça un métier, une rémunération, une action? Les risques sont énormes, parce qu'il y a d'abord les risques pénaux, Oui. Donc ça c'est... Et il y a aussi le risque financier, parce que ça a un coût, il y a des amendes. Au-delà de ça, il y a quand même le risque pour la santé. Je pensais à celui-là. Il faut savoir qu'il y a toute une pratique qui est mise en place pour ça. Les personnes qui transportent prennent un gros risque pour leur santé, parce qu'il y a des risques que ces boulettes explosent. Et si ces boulettes explosent, il y a un risque énorme d'overdose, j'imagine. L'overdose, c'est la seule chose qui peut leur arriver, donc si ça éclate. Et en dehors de ça, il y a le risque aussi qu'ils n'arrivent pas à expulser, il faut le savoir. Donc s'ils n'arrivent pas à expulser, le commanditaire, en tous les cas le client qui attend sa marchandise va la récupérer à tout prix. D'accord. Et donc au prix parfois... Au prix d'y perdre la vie. Et au prix de tuer la personne pour pouvoir récupérer son bien. Et en ont-ils conscience, les personnes qui font ça? Est-ce que vous avez dans vos interventions
En tous les cas, nous, on a eu une ou deux personnes qui ont été approchées. On a pu déceler dans les yeux de ceux qui étaient là lors de nos sensibilisations que eux aussi, certainement, ils ont dû être approchés. Mais les témoignages de parents, de voisins, d'amis, ils sont unanimes à dire que c'était l'argent qui était principale source de motivation. D'accord. Et des moyens... Excusez-moi. Non, en fait, c'est souvent le principal source de motivation, c'est le fait qu'ils n'ont pas d'argent. Et il y a des gens qui nous disent que carrément qu'il faut qu'on les comprenne, quoi, parce que ils étaient à deux doigts ou qui sont passés à l'acte parce que voilà, ça suivait pas, les moyens ne suivaient pas. D'accord. Donc on se focaliserait peut-être sur le symptôme et pas le vrai problème qui est derrière. Voilà. Tout à fait, tout à fait. En fait, pour en revenir à nos actions, l'action de sensibilisation contre les mules, en quoi consiste-t-elle? Ce qu'on fait concrètement, puisque derrière, il y a plusieurs acteurs qui sont censés intervenir. Il y a la répression au niveau de ce problème, de ce phénomène. Il y a la prévention et la sensibilisation. Nous intervenons sur la sensibilisation et la prévention. Oui. Donc nous intervenons depuis 2016. Donc en juillet 2016, nous étions déjà intervenus dans 4 quartiers de Cayenne, donc village chinois, Montlucas, Apounou, Châtenay. Pourquoi cela? Donc des quartiers dits sensibles, dits en tout cas animés. Donc l'objectif, c'est, si vous voulez, notre violence à aujourd'hui, si quelqu'un se trouve en difficulté ou a besoin de parler, il saura venir vers nous. D'accord. S'il a besoin d'une assistance, d'une aide, il saura venir vers nous. Ça se fait déjà. Mais notre volonté, notre travail de terrain, c'est plutôt de parler à ceux qui sont à deux doigts de franchir le pas, ceux qui y réfléchissent et ceux qui ne savent même pas ce que c'est et qui demain vont se retrouver tentés. Parce qu'ils recrutent dans les établissements scolaires, ils recrutent dans les quartiers. Et ça se fait au détour de presque de discussions anodines aujourd'hui, en fait. C'est devenu tellement banal que ça peut se faire au détour de discussions anodines. Donc, on va faire du porte-à-porte en premier abord. Oui. Donc, on va toquer à toutes les portes des quartiers où on intervient pour, commencer à discuter de ce phénomène, de cette problématique, des risques, de ce qu'a pu vivre d'autres personnes qu'on a pu côtoyer ou interroger. Ensuite, on les invite en fait à venir à la projection du court-métrage et du débat qui sera fait dans l'une des maisons, dans la maison de quartier, en fait, de là où on se trouve. Et tout au long de ce porte-à-porte, on distribue aussi des prospectus, puisque certains ne viendront pas, où derrière sont indiqués en fait les risques économiques, judiciaires et sanitaires en fait autour de ce sujet. Parce qu'en fait, ils sont bien sûr très peu informés des risques encourus. Et surtout, en fait, ils savent qu'ils peuvent risquer de la prison, mais justement, ils sont de plus en plus mineurs, ils sont de plus en plus jeunes. Donc c'est pas très grave pour ça. On leur explique que c'est pas grave, tu feras pas beaucoup de prison, tu auras un bracelet, ça se passera bien. En plus, la prison de Cayenne de Rivière-Montjoly est surchargée, donc il y a beaucoup de chances que tu n'y ailles pas. Donc c'est pas très grave cette partie-là. Par contre, quand on leur explique, nous, qu'ils mettent aussi en danger leur famille, parce que derrière, quand le jeune ne peut pas régler, eh ben, il menace sa famille. Et quand on leur dit aussi que c'est bien, parce que ça représente quoi? Nous, on va bien sûr nous dire que c'est quand même une grosse somme, mais 3 000, 5 000 euros, allez, 8 000 euros au maximum, ça reste de l'argent facilement gagné. Ça reste de l'argent facilement dépensé. Et là, on voit tout de suite les visages changer. Parce qu'effectivement, on dit vrai. Donc après, on explique aux jeunes qui rentrent dans un engrenage. Un engrenage sans fin. Donc sa propre vie ne lui appartient plus. Parce qu'une fois qu'il a commencé à faire ce voyage une première fois, il y a un moyen de pression justement des personnes qui organisent cela. Ils ne le lâchent pas justement, ils continuent à l'utiliser. Bah oui, parce que ça dépend en fait déjà de la faiblesse du jeune. Ouais. Parce que ils sont recruteurs. Enfin, aujourd'hui, ils sont recruteurs, ils sont là, ils étudient les jeunes. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont en métropole et qui ne reviennent pas. Qui, par exemple, ne perçoivent pas la somme due
D'accord. Une fois arrivés en métropole. Donc tous ces risques-là, il faut qu'on leur en parle, il faut qu'on leur dise, parce que ce ne sont pas les dealers qui vont leur dire. Évidemment. Et ils sont réceptifs. Dans vos interventions, vous allez dans les quartiers, ils vous parlent librement, ils sont à l'écoute de ce que vous dites, ils sont intéressés? Ils sont à l'écoute, ils sont intéressés. Après, effectivement, comme le disaient mes collègues de l'association, et comme on le disait nous-mêmes, hein, nos interlocuteurs, soit des forces de l'ordre, soit de la préfecture, tant qu'on n'aura pas réglé le souci économique guyanais, les problèmes de l'emploi, on n'y arrivera pas en fait. Ça sera, on se battra, enfin on n'y arrivera pas. C'est la racine du mal, oui. Et on va y arriver au niveau sensibilisation, comme je disais, qui est notre axe de travail, prévention. On arrivera à faire comprendre à ceux qui n'y sont pas encore que c'est dangereux, mais ceux qui y sont et qui connaissent les risques et qui de toutes les façons, pour beaucoup, ont déjà fait de la prison parce que les prisons sont surchargées de mules, bah là c'est déjà trop tard, c'est foutu. Ouais. Parce que derrière, ils sont passés par la prison, donc ils sont encore plus difficilement réintégrables, socialement parlant. Oui, il y a quelque chose qui est fait. Parce que de toutes les façons, l'autre gros problème qu'on a, c'est la réintégration. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on fait quelque chose à la sortie pour ces personnes, pour les réintégrer pour, à ce jour, pas grand-chose. Hein. Ouais. Donc vous avez répondu à ma question, hein, pourquoi ce phénomène est-il particulièrement important en Guyane? Vous dites oui, et les racines, elles sont liées à ce manque de perspective pour certains jeunes, en tout cas du pays. Il est là. Oui, il est là, parce qu'en fait, c'est presque, on va dire, une lobotomisation, c'est presque un ancrage, en fait, dans le cerveau, parce qu'on va leur dire ça très tôt. Alors, pareil, dans les discussions qu'on a, on leur explique, parce qu'il y a des jeunes de 12 ans, de 13 ans qui sont intéressés par tout ça. C'est qu'ils n'ont pas encore de facture à payer, ils n'ont pas de loyer à payer, mais pour se payer une paire de baskets, pour se payer les dernières fringues à la mode, et on va risquer sa vie. Voilà. Ouais. Donc là, oui, effectivement, ça devient trop banal. Et effectivement, c'est là où nous, dans le mouvement, on a demandé à être aidés pénalement parlant. Oui. Et pénalement et judiciairement parlant, parce que derrière, la répression doit être plus forte. Pour les jeunes, c'est trop facile de faire la mule aujourd'hui. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes suivi? Est-ce que vous êtes écouté dans vos demandes? Ça se passe mieux, on va dire. On va attendre les actions 2018. D'accord. On va attendre les actions 2018, mais là, on est en contact effectivement avec les instances concernées pour être accompagné, suivi, on va dire, dans les actions déjà qu'on mène. D'accord. Et dans le fait que effectivement, nous sommes pas beaucoup à rentrer dans les quartiers pour parler de sensibilisation. Je crois même qu'on est un. Ouais. Donc derrière, d'être accompagné, parce que savoir que par exemple en mars 2017, le MIDELCA nous refusait des fonds pour justement ces sensibilisations où on aurait pu en faire plus en fait, beaucoup plus, puisque l'objectif était de rentrer dans l'établissement depuis 2017, grâce à ces fonds, de se voir refuser en fait un accompagnement dans ce type de projet qui est normalement la priorité des priorités guyanaises. Bon, on comprend pas trop, mais on nous a assuré que 2018 ça serait pas la même chose, donc on verra si les dires sont suivis de fait. Ouais. Bon, déjà on dit et on vous écoute, on verra après effectivement si les faits suivent. Donc votre rôle, votre objectif, c'est de vous faire connaître auprès des jeunes, histoire qu'ils aient, justement, s'ils soient tentés ou s'ils sont en contact, qu'ils prennent contact avec vous. C'est une possibilité. Voilà. Avant cela, c'est quand même faire de la sensibilisation avant même de nous faire connaître. Évidemment, il en ressort de ça que ce qu'on souhaite, nous, c'est que les jeunes ne soient pas isolés et qu'ils savent vers qui aller si toutefois ils étaient dans cette posture de tentation. Et nous avant tout, ce qu'on leur dit, c'est de ne pas rester isolés. S'ils sont approchés, qu'ils en parlent autour d'eux. C'est vraiment, je pense que la chose la plus importante, c'est quand ils sont isolés, ils sont encore plus vulnérables. Ouais. Et alors derrière tout ça, il y a évidemment cette pauvreté, mais est-ce qu'il y aurait une sorte de mafia, justement, qui contrôlerait ça, ou est-ce qu'on sait comment ça fonctionne? Peut-être qu'il faudrait poser la question aux autorités, parce que nous, ce qu'on dit, et on tambourine vraiment lors de nos sensibilisations, que nous ne sommes pas là pour faire la chasse
aux mafieux, voilà. en tous les cas ces entreprises mafieuses. Nous sommes là pour faire de la sensibilisation, de la prévention. Pour parler aux victimes potentielles. Voilà. Après, vous connaissez aussi bien que moi la situation dans ce pays, le manque de moyens, et je ne vais pas dire un gros mot en parlant de manque de volonté, mais en tous les cas, on peut se poser des questions. Moi, personnellement, sans mettre en avant trop violent, je parle en tant que citoyen, je me pose des questions. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on fait. Alors justement, votre association s'appelle Trop Violent. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer le rapport justement entre cet engagement actuel et le titre de cette association, et finalement votre motivation de départ? Alors vous dites trop violent, nous on dit trop violence. C'est en créole. Trop, ça veut dire il y en a trop. Il y a trop de violence, c'est ça que ça veut dire. Et vous nous posez la question par rapport à notre action, mais c'est une violence qu'on inflige aux personnes. Voilà, ce que je voulais que vous expliquiez. C'est ça, c'est une violence déjà. Faire transporter ce produit toxique au risque de faire perdre la vie, c'est une violence. Et la pression qu'on exerce sur la famille. Voilà. En fait, trop violence est là pour lutter concrètement l'objet, parce que parfois aussi dans d'autres actions qu'on a, beaucoup de Guyanais ne comprennent pas, ou certains autres ne comprennent pas. Donc on va clarifier les choses. Très bien, vous êtes là pour ça. Trop violence est là pour agir, réagir, pour lutter contre toute forme de violence faite aux Guyanais. Donc violence toutes physique, les formes de violence. Violence économique. Elles peuvent être administratives, elles peuvent être sanitaires, elles peuvent être économiques, elles peuvent être judiciaires. On s'autorise le droit de défendre le Guyanais sur toutes ces formes de violence. Et là aujourd'hui, par exemple, sur les mules, ce sont effectivement potentiellement des Guyanais qui pratiquent de la violence envers d'autres Guyanais. Ben voilà, on intervient, on est là pour réagir, proposer des solutions, parce que pareil aussi, on a dénoncé, on a commencé par dénoncer. Aujourd'hui, on propose des actions, et ça sera à chaque fois comme ça. On dénonce, on propose des actions. Très bien. Oui, on ne fait pas que dénoncer. Oui, ça, il faut le savoir. C'est une forme de proposition. L'essayer. Voilà. D'accord. Petite question, peut-être un peu naïve. Dans quel sens vont les mules? Dans quel sens? Elles partent de Cayenne, elles arrivent en Guyane. Quel est le gros du trafic? On le sait. Est-ce que les statistiques sont là. Il y a un gros trafic dans toute la Caraïbe, la Guyane comprise, et l'Amérique du Sud. Et en tant que récepteur ou en tant En tant que transporteur. D'accord. Mais les mules partent de la Guyane pour arriver en métropole, en fait. Oui. D'accord. Donc ils disent dans les journaux officiels 8 à 10 mules par vol. Nous, en source officieuse, parce qu'on parle avec les jeunes, et au tout début, dès 2016 d'ailleurs, les infos étaient dans ce sens-là, il y a plus ou moins 10 à 15 mules. Par vol. Par vol. Ah, c'est énorme. Oui, et en plus, il nous a été dit que certaines mules sont dénoncées. Oui, ce que pour pouvoir en laisser passer d'autres. D'autres plus chargés, entre guillemets. Après, si on compte ceux qui n'ont pas fait l'objet d'interception ou qui sont passés. C'est les statistiques basées sur. Les statistiques basées, parce qu'il y a aussi des statistiques sur le poids, le volume qui a été saisi en métropole. C'est une extrapolation de ce que la police arrive à intercepter, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et donc la Guyane, quand nous, au début du mouvement, on nous disait qu'il y avait à peu près, je crois, 400 tonnes qui avaient été saisies sur une année ou jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus si c'était jusqu'à aujourd'hui ou sur une année, mais en tout cas c'était énorme comme volume. Mais ce que nous on expliquait, c'est qu'il y en a autant qui passent en fait. Donc nous on ne va pas se contenter, se gargariser d'avoir saisi effectivement une quantité phénoménale, puisqu'il y en a tout autant qui passent. Voilà. Qu'il y en a plus, autant voit beaucoup plus qui passent. Voilà. Donc ce qui fait de la Guyane. Aujourd'hui, quand même, il y a des choses qui se passent. On voit bien ces derniers temps qu'en fait, on se limite pas à les arrêter sur le sol guyanais. On va les arrêter jusqu'en métropole. Donc ça aussi, c'est un volet d'évolution dans le mode de fonctionnement.
C'est-à-dire que derrière, bon, comme on peut pas toutes les arrêter à aujourd'hui en Guyane, malgré le mouvement, puisqu'on a réclamé plus de chambres carcérales, par exemple au char, on a demandé plus de forces de l'ordre aussi, c'était pour ça, l'échographe, tout ce genre de choses, c'est quand même toujours pour cela. Et donc du coup là, comme tout ceci n'est pas forcément apparemment mis en œuvre, il y a quand même des choses qui se font, puisqu'il y a des démantèlements de trafic, enfin de réseau en métropole. Voilà, là c'est on voit que ce sont des forme de racine de mal. Très bien. De ce que vous me dites, j'ai l'impression que la Guyane est vraiment une sorte de plaque tournante où on utiliserait la population qui y vit, mais pour un transit. C'est-à-dire que ça viendrait des pays étrangers, ça passerait sans doute par le fleuve, que les autorités n'arrivent pas encore à surveiller, à contrôler, et ensuite on utiliserait la population guyanaise pour le transporter jusqu'en métropole. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est là justement où était aussi l'objet du mouvement, c'est-à-dire que notre jeunesse est mise à mort. Oui, par un trafic qui est là clairement international pour le coup. Notre jeunesse est mise à mort sous silence de tout le monde, parce que quand même c'était pas non plus criant jusque-là, que ce trafic de mules était presque, on va dire, un mal, c'est un mal qui faisait presque partie du quotidien. Donc derrière, justement, quand on demande plus de sécurité sur le fleuve du Maroni, une frontière qui soit une vraie frontière, c'est pas pour rien non plus, parce que tout et n'importe quoi rentre chez nous. Voilà, c'est ce que vous avez expliqué. Ce n'est pas le cas en fait quand on va au Suriname, je sais pas. D'accord, c'est ce que vous avez expliqué sur le fait que vous vous attachiez à combattre toutes les formes de violence. Pour elles seraient liées, toutes liées entre elles finalement. Bah oui. D'accord. Et oui, du coup, parce que la drogue rentre facilement. Parce que derrière, une fois qu'elle est rentrée, la population salontaise, elle est prise en otage en fait. Parce que effectivement, la seule solution qu'on leur propose, puisqu'il n'y a pas de travail, puisqu'il n'y a pas d'argent, c'est de faire partie d'un trafic en fait. Donc, est-ce que concrètement, dans un département français, c'est la seule solution? Ouais. Donc la réponse. Donc là, c'est là où on posait la question et que derrière, voilà. La réponse, ce serait le développement, donner des perspectives à ces jeunes. Tout à fait. Donner des perspectives à ces jeunes, donner des formations post-bac aussi à ces jeunes. Quand j'apprends que même dans mon entourage, j'ai des cousins qui n'ont pas pu trouver de formation alors qu'ils ont eu le bac, c'est alarmant. Ouais. C'est alarmant parce que du coup, ces gamins-là, ils n'ont pas de solution. Donc ils vont traîner pendant un an. Donc les plus débrouillards vont essayer de trouver des choses, mais quelles choses? Puisqu'on n'a rien à leur proposer. Alors justement sur l'engagement, parce que c'est là le cœur de votre travail, de votre combat. Elle est née à quelle occasion? C'est une question un peu personnelle, mais qui m'intéresse. Votre engagement à l'association, mais plus général. Alors, Prof Violence est né en 2013. Oui. C'était un collectif. Donc très tôt, ça a été pour défendre les Guyanais. Très tôt, en fait, on a été sollicité. En fait, à aujourd'hui, on peut avoir l'impression que Trof Violence est sur tous les combats. Mais il faut savoir que Trof Violence est sollicité par la population. La population, qui lance des alertes. Aujourd'hui, fait appel à Trof Violence par rapport à telle ou telle problématique qu'ils ont à gérer du quotidien ou pas. Donc en 2013, on intervenait soit au niveau, par exemple, du visa, justement, pour aller au Suriname. Alors, passer de 30 à 90 euros. D'accord, donc pour le baisser, pour en baisser le prix, ou justement pour dans quel ordre? Pour empêcher cette violence faite aux Guyanais, comment le visa peut passer de 30 à 90 euros, comme ça, sans avoir prévenu la population, juste parce que deux pays ont fait un deal, donc la France et le Suriname, et qu'on s'est dit peut-être, tentant, de toutes les façons, les Guyanais, ils sont sympas, ça va passer comme une lettre à la poste, et puis voilà. Mais 30 à 90 euros, c'est même pas une question de montant. C'est l'absurdité de l'augmentation. Et vous aviez eu gain de cause à l'époque? Oui. D'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, le visa est toujours à 30 euros ou 30 il avait baissé à 20, il est repassé à 30 très récemment. Voilà, soyons vigilants. Tout à fait. Donc là, déjà aussi, aux alentours de 2013, de 2013 à 2015, on a eu d'autres manifestations. Il y a eu le rectorat de plein exercice avec les lycéens. Là aussi, c'était de soutenir les lycéens pour que derrière ils aient des propositions au-delà de leur formation. Nous sommes intervenus aussi
sur, je disais très tôt, sur les mules, en 2016. Toujours au soutien de la population. Bon, dernièrement, vous nous avez vu, on était auprès des grévistes du char, oui. Qui est d'ailleurs toujours un gros problème en Guyane. Donc il y a le développement économique et puis il y a la santé. Alors parlons-en justement. Donc là, on nous entend pas trop, mais ça va pas tarder, parce que ça n'a pas beaucoup avancé, ce sujet-là. Voilà, est-ce qu'on peut en dire 2 mots justement sur votre sentiment par rapport aux avancées justement, et notamment dans le domaine de la santé, puisque vous en parlez? En fait, on se demande si en Guyane, la santé est un sujet pour nos responsables. Alors il l'est manifestement, en fait, pour la population, et c'est pas par rapport... Pour la population, oui, après elle subit, voilà, mais ceux qui quand même normalement sont en charge justement de la population et de leur bien-être et de... Voilà, ce sont nos responsables. Et les engagements promis n'ont pas encore été pris? Les engagements qui avaient été pris n'ont pas encore été actés? Non, on voit rien avancer. Vous voyez des choses. Ben, vous voyez autant bien que sur l'insécurité, on voit que des accords sont en train d'être signés avec le Suriname. Ça se voit dans les médias. Généralement, quand il y a des avancées, on en parle. Ouais. Donc, autant on voit qu'il y a des choses qui se font sur les mules, sur la santé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je disais sur la santé, on voit pas grand-chose avancer. En tout cas, c'était simple. C'était normalement plus de moyens. Donc, aujourd'hui, on le sait, au char, les infirmières sont en souffrance. C'est une souffrance. Ouais. Donc là, on est dans de la violence. Voilà. Trop de violence. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas assez d'effectifs, ou sinon, il y a des effectifs qui sont pas en poste. C'est peut-être aussi des problèmes d'arrêt. Quelle que soit plutôt la problématique, ça se doit normalement d'être traité, d'être pris à bras le corps. Donc il y a des directeurs, il y a des RH, il y a plein de choses. Chacun doit faire son travail, on va dire à un certain moment. Donc non, j'ai pas l'impression. Enfin nous, de ce qu'on a comme retour sur le terrain, les choses n'ont pas beaucoup changé au char. Oui, donc je disais que récemment, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, l'actualité pourra répondre à votre question. Il y a de gros problèmes en ce qui concerne la santé mentale. Il y a un médecin qui a alerté sur sa situation dans ce char. Et santé mentale des personnels? Non, je parle des patients. D'accord. Le pôle psychiatrique est en souffrance. Dans le sens où il y a beaucoup trop de demandes par rapport à ce qu'on peut traiter? C'est un problème très vaste, mais ce centre est en souffrance. Donc, il y a ça. Et donc, par rapport à la santé, c'est aussi une forme de violence. Le fait de ne pas avoir les moyens de pouvoir traiter, soigner des gens qui sont déjà en souffrance, c'est leur infliger plus de souffrance, infliger de la souffrance à la famille et aux Guyanais tout entier, quoi. Ouais. La désorganisation des services, l'état du char, en fait, On pourrait commencer une petite boutade. On pourrait commencer par ce qui va bien en Guyane. Aussi. Alors depuis quelques émissions, effectivement, on est plutôt sur une tonalité positive, sur justement le développement de l'économie locale, avec notamment les associations et ces rencontres de Regina. On avait promu justement le développé durable, le développé local, ou les belles avancées sur l'énergie. Donc par rapport à tout ce que vous voyez, votre sentiment de choses qui avancent quand même en Guyane, oui, puisque vous me mettez sur la voie. Mais moi, j'aimerais pouvoir être positive. En tous les cas, j'aimerais pouvoir être optimiste. Mais honnêtement, si vous voulez ma réponse, oui. Je ne vois rien. Anne, ma sœur Anne, je ne vois rien. Donc après, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent. On ne va pas le nier. Les gens travaillent, mais dans le concret. Écoutez, nous avons fait des sensibilisations. En Guyane, oui. Oui, il y a des choses qui se créent. Voilà. Mais nous avons fait nos séances, nos sessions de sensibilisation. Nous avons été dans des quartiers défavorisés. La dernière sensibilisation, nous étions à Bonhomme. Donc vous étiez vous aussi. Monique Richard, ma collègue. D'accord. Dans ces quartiers, en tous les cas dans le quartier où nous étions, à partir de 18h30, il n'y a pas de lumière. Voilà, on est sur des problèmes très concrets là, oui. C'est du concret.
quand on veut traiter, quand on veut réellement, il y a des petites choses à faire. Et non seulement ces immeubles sont délabrés, hein, c'est des ghettos. Et ça, c'est en Guyane. Et ça, c'est en 2017. Je vais même dire 2018. Alors que par ailleurs, il y a un développement, et les émissions qui l'ont fait l'ont montré, un développement positif, enthousiasmant, mais qui laisse de côté donc des quartiers entiers. Ah ben, il y a des quartiers qui sont complètement délabrés. Nous étions à Cabassou. Il y a une époque où Cabassou, tout le monde rêvait d'y aller. Ouais, enfin, moi, vrai, je m'en connais, je rappelle. Tout le monde rêvait d'y aller, tout le monde, c'était encore beau à l'époque. En fait, c'est comme les nouveaux quartiers qu'on construit face au collège Zéphyr. Bah, quand c'est tout neuf, c'est tout beau, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, il faut peut-être entretenir. Voilà. Après, il faut peut-être une vie de quartier. Après, il faut peut-être effectivement, comme disait ma collègue, de la lumière. Quand on veut éviter les trafics de drogue, j'imagine, dans des quartiers, à un moment donné, on met de la lumière. C'est l'entretien, c'est les perspectives d'avenir pour les populations. Bah oui. C'est tout simplement, la voirie, des choses très simples. Alors, quand on la voirie, très simples. Il y a des choses qui sont simples à faire. Mais qui ne sont pas mises en place dans ces quartiers. Et moi, je sais pas. Il n'y a pas de suivi, tout simplement. Hein. Est-ce que les policiers ils vont compte, dans ces quartiers? Ils sont laissés pour compte. Ouais. On a l'impression que c'est vraiment... On n'a pas l'impression. Quand vous y allez, quand vous êtes sur place, vous voyez des ghettos. Et l'éducation là-bas, est-ce que vous venez pour faire un peu leur éducation de ce point de vue-là? Et ils n'y ont pas accès, ou ils y ont accès comment? Il y a des écoles, des collèges. C'est-à-dire que pour derrière, par exemple, effectivement, vous touchez un point important, on parle d'éducation, mais qui n'a rien à voir. Quand par exemple on intervient à Matoury et que systématiquement on avait avec nous en fait le DSRU et même l'adjoint au maire qui s'est déplacé pour venir avec nous faire ces sensibilisations. Alors le DSRU, et quand on voit que quand on est à Cayenne, on n'est pas accompagné ni par personne et que personne ne nous rencontre, c'est voilà. Enfin. Oui. On n'est pas là pour faire, on n'est pas là pour être là, quoi. Oui, d'accord. Alors le DSRU, juste excusez-moi, pour que tout le monde comprenne, qu'est-ce que c'est? C'est justement, pour parler simple, les services qui sont là pour mettre de la vie dans les quartiers et proposer justement des actions. Associatifs? Voilà, tout à fait. D'accord. Et ce qui était important à dire... Ce sont des services de la mairie, hein, qui gèrent, on va dire, d'autres associations qui proposent normalement des actions. Non, j'ai dit que ces personnes ont pu nous aider justement dans nos échanges avec les jeunes. Donc, à Matoury. À Matoury, surtout sur Matoury, oui. Parce qu'il y a une étape dont on n'a pas encore parlé, peut-être qu'on va en parler, c'est que au-delà du porte-à-porte, on s'est réunis après dans la maison de quartier. Après cette projection, il y a un échange, il y a un dialogue, il y a des questions et des questions-réponses et les jeunes sont très 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 réceptifs. Vous posiez la question, moi je peux vous dire que pour avoir fait cette sensibilisation, je peux vous dire chaque dimanche après le samedi, je suis heureuse. Heureuse d'avoir vu dans le regard des gosses qu'on a apporté quelque chose. À la limite, je dirais même que on a l'impression que la peur s'en allait. Ils avaient compris que parler les protégeait. Et puis enfin, on leur parlait aussi. Voilà, c'est ça. Avec eux, oui. Et de tous les âges, hein, quand on leur... Et ça, c'était perceptible. Et mes collègues, je leur dis, si on a pu sensibiliser ne serait-ce qu'un enfant par quartier, un enfant, ça parle. Si un enfant, ça échange, eh ben, on aura gagné. Et moi, j'ai l'impression qu'on a gagné cette session de 2017 parce que les enfants étaient réellement réceptifs. Ouais. Et voilà quelque chose de positif. Vous disiez, je n'arrive pas à trouver quelque chose de positif. Et là, vous venez d'en trouver un. Non, mais je parlais de... Et oui, mais vous savez que les choses commencent localement, et je pense que effectivement c'est par les initiatives locales comme ça qu'on arrive à faire changer les mentalités et petit à petit à inverser peut-être une tendance, même si effectivement on attend des autres, on attend que chacun prenne ses responsabilités. Tout à fait. Après c'était aussi une animation dans le quartier, hein. Faut aussi bien sûr, mais chaque action dire, on n'était pas là pour faire la fête, bien sûr. Mais les jeunes ils nous voyaient arriver, nous installer, ils étaient déjà contents de nous voir. Oui. Et pas parce qu'on s'intéresse à eux. Non, mais parce qu'il n'y a rien dans ces quartiers. Voilà. C'est ça, oui. Mais du coup, ils étaient contents de nous voir. On a aussi, puisqu'on fait ça, notre but c'est d'attirer les jeunes. Donc on avait cette année, on avait misé sur la barbe à papa. D'accord. Donc on proposait aux jeunes de la barbe à papa. Bah là, il n'y a pas de question d'âge. Hein.
Ah oui, ça 15 ans, 10 ans, 3 ans, tout le monde veut ça, maman, papa. 33 ans. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Il y avait des très jeunes, hein. Méfiez-vous, il y avait de très très jeunes et qui parlaient et qui savaient parler de mules. Voilà, qui étaient au courant de ça, c'est ça. On m'avait. Quatre ans. J'avais été très surpris de l'apprendre. À 4 ans, on sait déjà ce qu'est une mule. Ouais. Donc ça, Parce que ce sont des quartiers qui sont touchés. ouais, Ce c'est sont au des cœur de ça. quartiers qui sont au cœur de ça. C'est vrai qu'on peut parler parfois en métropole de ces quartiers où, qui sont, comment dirais-je, imprégnés d'une certaine forme d'idéologie. Alors, c'est parallèle, hein, c'est complètement parallèle à ce qui se passe ici. Et là, c'est par les trafics, Oui. par ces perspectives qui ont l'air d'être uniques de tout ce qu'on leur propose. Et ils ont l'air, oui, contents de vous voir arriver, parce que peut-être qu'on s'occupe enfin d'eux. Vous savez, ils sont contents de nous voir arriver, mais aussi, peut-être qu'ils seraient aussi contents si on passait juste un petit coup de peinture sur leur bâtiment. Voilà. Oui, nettoyer. Juste un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de gaieté, quelque chose de positif. Là, tout est sombre. Pas de lumière, les bâtiments crasseux. Excusez-moi, hein, Allez-y. je le dis comme je l'ai vu. Comme ce que j'ai vu, pour moi, comment voulez-vous que les gens aient envie de rentrer chez eux? Comment voulez-vous que les gens aient envie de partir chez eux, travailler? Je sais pas, je me pose souvent la question. En tous les cas, quand je suis chez moi, je me dis, mais suis-je la seule ou sommes-nous les seuls à passer dans des quartiers où il y a autant de misère? Mais je parle de la misère visuelle. Ce qu'on voit, c'est innommable. C'est presque pas possible de laisser des gens dans des situations telles qu'on a en Guyane. Et ce n'est pas un quartier. Le problème, ça aussi, c'est une forme de violence. Hein. S'il n'y avait qu'un quartier, on pourrait penser que... Mais là, c'est partout pareil. En tout cas, tous les quartiers que nous avons pu arpenter et faire, il y a des petits ghettos qui sont formés, des jeunes qui sont là, qui végètent. Il faut pouvoir occuper ces jeunes. Il faut pas faire que de la répression. Parce que, oui, c'est vrai. Hein, vous avez des terrains de football où il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est des petites choses très concrètes comme ça. Oui. Et après, il faut leur donner des perspectives, leur donner des perspectives d'emploi. Alors là, c'est un thème beaucoup plus vaste. Ça, c'est plus vaste. Beaucoup plus complexe. Mais déjà, le vivre ensemble, qui pourrait être plus agréable, c'est de leur donner la possibilité de vivre dans un quartier agréable. Nous sommes en Guyane, nous avons le soleil, nous avons la pluie. Il n'y a même pas une fleur, un arbre fleuri planté dans ces quartiers. Mettons-y de la vie. Les jardins d'enfants. Mettons-y de la vie, mettons-y de la couleur. Peut-être que ça aussi, ça pourrait faire changer les habitudes des gens à aller vers la misère. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils vont là où ça se renifle, la misère. Voilà, ils ont l'habitude, entre guillemets. Parce que on a souvent des réflexions de jeunes qui nous disent « C'est bien beau tout ce que vous faites, mais qu'est-ce que vous nous proposez ? Vous nous dites de ne pas le faire, mais on n'a rien. Vous voyez comment on est, et on a ça, ça nous revient à la figure, et c'est tout le temps. Et bon, après, c'est vrai que ça nous gêne, mais que faire, quoi? Oui, vous avez pas... Oui, la petite économique. Hein. Voilà. Surtout que c'est pas pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'emploi en Guyane. C'est sûr. Moi, ce que je pense, c'est que il n'y a pas de mise en relation entre, on va dire, le vivier de compétences disponibles, hein, aussi bien dans les quartiers d'ailleurs qu'ailleurs, que les emplois. C'est-à-dire que, bon, ok, on a le Pôle emploi qui propose des emplois, la mission locale, ce genre de choses, mais chacun, en fait, reste dans son secteur, chacun reste dans sa bulle. Et si derrière, à présent, comme nous, ce que nous avons fait, là, pour les mules, on est allé parler dans les quartiers, on est allé les voir, on est allé les rencontrer. Alors pourquoi pas Pôle emploi, mission locale se déplace dans les quartiers, qu'ils les rencontrent, qu'ils leur dit leurs besoins, les sensibiliser, voilà, quels sont les métiers d'avenir, comment y arriver. Voilà. Comme ça. Comment s'y préparer? Parce qu'effectivement, on peut être conscient que c'est pas en 1 mois, 2 jours qu'on devient un ouvrier qualifié ou même un agent qualifié ou même un cadre qualifié, ce qu'on veut. Mais derrière, donner des perspectives, leur montrer comment y arriver, leur montrer les voies, leur expliquer les parcours
Alors si déjà on les a formulés, mais bon, déjà commençons par formuler des parcours et les proposer aux jeunes. Les jeunes ne demandent que ça. Ouais, c'est très important ce que vous dites. En fait, ne serait-ce que de pouvoir rêver, s'employer, à se préparer à un futur emploi. Et donc on en revient à l'éducation. On va dire quoi? C'est à trop violence aussi de le faire. C'est à trop violence d'aller dans les quartiers et de faire ce genre de choses. S'il faut le faire, on le fera. Non, c'est sûr. Mais bon, soyons plusieurs acteurs à agir en fait dans l'intérêt commun. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Si vous faites vraiment le lien entre un travail qui existe, des emplois qui existent, des jeunes qui sont laissés, délaissés, et il n'y a pas de trait d'union entre les deux. Et là, c'est des choses vraiment assez concrètes. Alors, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a l'information, et tout ça. Il y a l'information, la communication de l'information. Moi, je me suis dit ça en écoutant à la radio Pôle emploi lancer ses annonces. Je me suis dit, mais mince, c'est moi qui ai rien compris ou bien il y a quelque chose qui se passe. Les jeunes, ils sont pas là à écouter la radio. Voilà, c'est ça. Ils sont pas là à écouter la radio. Mais je pense qu'il y a une incompréhension aussi. L'annonce 446, agent technique, nanana. Non. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux situations. Voilà, parce qu'il y a une incompréhension, une méconnaissance en fait de la vie de ces quartiers, de leurs moyens, de leurs moyens de s'informer aussi. Tout à fait. Mais pourtant, en fait, méconnaissance. Si on veut, parce qu'on voit tous que les jeunes, ils sont là à errer dans les quartiers qui sont pas chez eux. Les connaissances plus ou moins volontaires, j'entendais. Déjà, c'est voilà. Donc derrière, on sait très bien qu'ils sont à errer à gauche, à droite. Donc surtout pas chez eux, devant nos radios, diffusé. Et puis s'ils avaient quelque chose à écouter, ça serait sûrement pas les petites annonces. Donc allons les chercher. Ouais. Et puis un vrai volontarisme en fait qu'il faudrait créer. Tout à fait. De vraies propositions de terrain en fait. Mais ça pourrait très bien être mis en place. Il suffit juste de le vouloir, en vérité. Mais je parlais de volonté. Et on en est à tous les sujets. La volonté de, l'avons-nous, l'ont-ils? Et je n'ai pas cette impression. L'ont-ils, donc les personnes qui pourraient faire ce trait d'union. C'est ça, vous voyez. Tout à fait. Et on n'a même pas besoin d'attendre ça de très très haut de l'État central. Non, ça c'est possible de le faire ici. Tout à fait. Et puis après, attendez, c'est pas non plus faire une journée de l'emploi. Là, j'ai vu, il y avait ce truc-là, il y a quelques semaines à Macouria. On a mis des stands à disposition et on dit ah oui, les jeunes ne se sont pas déplacés pour venir nous voir. Non, c'est pas ça. Quelle est l'information en amont? L'information en amont, quel est le canal par lequel on peut aller à leur rencontre. Maintenant, il faut aller les voir. Déjà détecter ils sont coupés déjà. Ils sont coupés du monde économique. Ils sont coupés même de la population. Aujourd'hui, il y a une espèce d'affrontement ou bien de division, entre ces jeunes et même du coup le reste de la population, ceux qui ont des emplois, ceux qui ont. En fait, il n'y a pas de vase communicant entre même les institutions et les jeunes. Parce que derrière, en fait, pour eux, on leur a tellement, vous connaissez le slogan, Blue Blue fini, on leur a tellement raconté des salades, ils ont tellement sué pour pouvoir, enfin, pas eux d'ailleurs, leurs grands frères, les mères et les tantes avant, que derrière, en fait, ils passent, en fait, c'est même, parfois, pour moi, c'est de fausses idées. Mais après, aller briser ça, on parlait samedi, on était à Cabassou, je parlais avec des jeunes, mais on est presque, en fait, n'ayant pas les billes sous les billes sous les yeux, c'est-à-dire avoir vraiment sous les yeux les offres d'emploi disponibles, on se retrouve bête en fait, parce qu'effectivement, il y a des offres, on peut lui dire d'aller voir, mais il n'ira pas voir, donc il faut venir là aujourd'hui, quand il nous dit, mais madame, il n'y a pas de boulot, madame, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas balayer les rues, il y a ça, voilà. Venir avec des propositions, et le mettre face à sa propre contradiction en fait. Oui. Parce qu'après, bien sûr qu'il y en a qui cherchent que des excuses, on est d'accord. Oui, contradiction qui est quand même, de ce que vous dites, liée à ce qui s'est passé dans le passé, en fait. Où on dit aux grands frères, aux parents qui ont vécu ça et qui devient maintenant la seule vérité qui existe, même si c'est pas plus vrai. Oui, tout à fait. Et puis c'est surtout que le taux de chômage en Guyane, il est quand même pas non négligeable. Oui, clairement. Si on voit les taux comparatifs. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Mais c'est passionnant, vous voyez, à partir d'un seul sujet, les mules, on peut justement comprendre finalement la situation économique, sociale de la Guyane. Tout est lié. Et c'est pour ça que beaucoup, à un moment donné aussi, au moment du mouvement, j'entends beaucoup dire que oui, à un moment donné, ça a commencé par l'insécurité, et puis tout le monde s'est associé. Effectivement, on va dire, l'insécurité s'est laissée dépasser par les autres problématiques. C'est un symptôme. Mais on l'a laissé faire. Voilà. Parce que derrière, c'est lié. Oui, mais... on aura beau à un moment donné mettre 320
force de l'ordre dans les rues, que brider tout le monde, répression à tout va, que si on n'a pas de solution pour ces jeunes, bah, ça va durer quelques mois. Ça va durer le temps que ça va durer. Oui, on ne règle absolument pas le problème, juste. Et puis surtout, il faudra créer plus de prisons. Hein. Oui. Là, déjà qu'on on a du mal à obtenir 300 places de plus, et en plus à Saint-Laurent, là où il y en a besoin. Donc, je vous dis pas le nombre de prisons qu'il faudra. Sans oublier l'insertion, parce que après, on se mord la queue. Voilà. La prison peut aggraver certains phénomènes qui sont au départ légers entre guillemets et qui voilà. Oui, parce que tout ce monde est mélangé. Il y a un magma de la réinsertion de ces jeunes qui font justement la mule pour les réintégrer dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça. Donc il faut penser à ça. Tout ça. Encore une fois, mais c'est un travail de partenariat, voilà. Partenariat, de proximité, de trait d'union, encore une fois. Pas une seule association. Ce mot. Ouais, de volonté. Et de volonté. Ouais. Et là, la volonté, il faut falloir la trouver. Ouais. La trouver et aux personnes concernées et sans vouloir chercher très loin. C'est ça qui. C'est à la fois un cri d'alarme, ça peut être aussi quelque chose de positif dans le sens où il y a des choses très simples à faire finalement. Il suffit juste qu'elles soient faites. Et ça, c'est en tout cas, nous, Trop Violence, on a la volonté, on a l'envie de continuer. Et on a des propositions. Voilà, et l'objectif c'est qu'on entende ça, qu'on le diffuse et que les personnes concernées... Et qu'on soit surtout aidés, quoi, parce qu'on ne fait pas les choses bien sûr. Sans rien. Donc il faut que dans notre les gens qui nous entendent, qu'ils voient notre travail, parce qu'autour de nous, beaucoup de gens nous encouragent à continuer. Ils nous disent, bon, pourquoi vous vous arrêtez là? Il faut aller dans les collèges, il faut... Ben oui. Je dis oui, mais c'est bien beau tout ce qu'on veut. Mais il y a des gens, l'État ne suit pas dans nos aides, dans tout ce qu'on demande. Oui. Donc, il ne s'agit pas de... C'est vrai qu'on fait un travail de nous-mêmes et tout ça, mais il faut qu'on nous donne la force de continuer aussi. Tout à fait. On n'attend pas de la reconnaissance. On n'attend pas de la reconnaissance, on en attend des moyens et de l'accompagnement. Parce que c'est pour tout le monde. Une réaction peut-être aussi, une réaction générale. Oui, une réaction générale. Pour vous aider, mais aussi pour... la motivation, nous l'avons. Non, mais on a surtout, pour parler concrètement, excusez-moi, par exemple, dans la notion de budget et la notion de fonds, l'autre axe de travail de notre dispositif et de notre programme, c'est que ça soit des jeunes qui parlent à des jeunes. D'accord ? Oui. Donc nous proposons, en fait, nous recrutons des jeunes ambassadeurs. On en a 6 cette année, on avait 6 l'année dernière aussi. Et du coup, nous les rémunérons. D'accord ? D'accord. Ces jeunes-là, ils font du bénévolat tout au long de l'action avec nous. Mais quand il s'agit des journées de sensibilisation, c'est leur job, ils ont un contrat, ils sont ambassadeurs du message, et donc du coup ils sont rémunérés. Donc là aussi on peut être concret avec les jeunes qu'on a en face de nous. Oui. C'est-à-dire que vous voyez, ces jeunes-là, qui viennent de vos quartiers, parce c'est un exemple, de quartiers, voilà. Sont des jeunes qui étaient comme vous, potentiellement, pas de solution. Il y en a même l'un d'entre eux qui nous a quittés début novembre, parce qu'il a trouvé un CDI. Bah, tant mieux, on dit. Peut-être parce que cette expérience-là, parce que ça l'a ouvert, ça l'a mûri. Bon, il a trouvé un emploi. Voilà. Il a été sorti, en fait, de son milieu dans lequel il était isolé, en gros. Oui, si on veut, mais en tout cas, surtout, parce qu'il y en a qui vont à l'école, ils sont pas forcément tous isolés, mais derrière, derrière, il a pu... parce qu'on leur apprend notre méthode de travail, on les suit. Là aussi, il ne s'agit pas d'avoir des ambassadeurs ou des médiateurs et des envoyer au casse-pipe dans la rue. On les accompagne. Nous, les bénévoles de l'association, nous sommes là sur place sur le terrain avec eux. Et donc, du coup, pareil, on les suit, on travaille des bilans d'action, on fait des réunions de comment ça va pas, qu'est-ce qui a amélioré et quel est leur ressenti. Il y a tout un accompagnement qui est mis en place et qui leur est proposé pour qu'ils puissent grandir de cette expérience-là aussi. Voilà. Donc quand on dit qu'on veut être suivi et quand on demande des fonds, par exemple, aux différentes institutions, c'est pour pouvoir rémunérer ces jeunes, payer nos charges sociales liées à ces jeunes, et puis même les mettre bien, parce que derrière, on leur offre à boire et à manger, c'est tout bête. Quand ils sont là, enfin, on essaye de vivre des moments ensemble en dehors des sensibilisations. Et on rémunère les intervenants. Des bénévoles également qui nous ont suivis, donc les copains, sans être rémunérés sur ces sensibilisations-là aussi. Et aussi, on rémunère des intervenants. Parfois, on peut avoir un groupe
qui nous accompagnent sous le chapiteau. Oui. Et il faut savoir que certains groupes sont rémunérés. D'accord. Alors quand je parlais de rompre l'isolement, c'était pas forcément l'isolement individuel, on se doute qu'ils ont une vie sociale riche, c'était plutôt l'isolement social, dans le sens où vous leur apportez une formation, vous leur apportez quelque chose auquel ils n'avaient pas accès. Et puis il y a l'éveil de la conscience. Voilà. La conscience de la participation au collectif. Participer pour le bien-être de tous. En tous les cas, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. De voir la transformation. Oui. Et c'est ça que vous aimeriez, justement, ce qui se passe à plus grande échelle, ce que vous faites avec vos ambassadeurs, ce qui vous aimeriez que ce soit le cas pour finalement ces jeunes des quartiers, que le phénomène de mule disparaisse parce qu'il n'aura plus lieu d'être. C'est pas utopique, mais en tous les cas, on aimerait. C'est un espoir. C'est un espoir. Nous, on en a pris 6. S'il y en a d'autres qui en prennent 10, l'année prochaine, on espère bien en prendre 11. Donc voilà, c'est que ce sont toujours, n'empêche, quelques jeunes qui sont sortis de cet engrenage négatif et néfaste. Et c'est déjà positif. Oui, voilà. Tout à fait. Vous voyez qu'il y a du positif. Oui. Mais c'est surtout la satisfaction. Il y a que du positif avec violence. Oui. Mais c'est surtout un travail pour moi, la satisfaction de laisser des messages forts auprès de nos jeunes, quoi. Donc c'est ce qui est important pour nous, quoi. Lorsqu'on fait le porte-à-porte, même si tout le monde ne nous rejoint pas lors de nos passages, on est en contact avec les gens, on leur parle, on prend le temps de dialoguer sur le sujet, sur le thème, et on sent qu'il y a de l'engouement, quoi, dans les discussions. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans ces quartiers de 13h30, à peu près 13h30 jusqu'à 19h, 13h jusqu'à 19h. Ce sont des après-midi qui sont consacrés à ça. Et on fait un point d'honneur à essayer d'aller frapper à chaque porte. Et vous ouvrez un petit peu, vous ouvrez le quartier au vent. Vous ouvrez le quartier à l'extérieur. Et vous faites ce trait d'union justement entre nous, la population, et ces quartiers-là. Et c'est le but aussi de cette émission, c'était d'informer, de faire le lien et de comprendre pour agir peut-être ensuite. Comme on fait à chacun à notre petite échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Merci cette à discussion. vous. On a appris beaucoup de choses, très intéressantes. Et à partir de là, on peut agir. Merci. Alors je profite, excusez-moi, je profite pour donner le mail de Trop Violence, parce que on peut toujours nous joindre, nous écrire à tropviolence973@gmail.com. Et nous avons notre page Facebook Trop Violence et Nougonkessa sur Facebook, où les informations sont diffusées, et, en tout cas tout ce qui concerne la Guyane. Facebook et Twitter, Twitter également. Oui. Parfait, merci beaucoup pour l'information. Eh bien, nous retrouverons la semaine prochaine pour une autre émission. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.